Vous écoutez Résonance, un podcast qui crée des connexions entre la santé mentale et les différents fragments de notre existence. Explorez avec nous, au fil des échanges, une mosaïque de perspectives qui façonne notre humanité. Je suis Flore, fondatrice de la clinique Inflorescence. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue sur le podcast Résonance. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Castendush, donc Sarah qui est guide de bains de forêt. Bonjour Sarah. Bonjour Flore, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui et que tu me donnes la parole pour parler de bains de forêt et de Shinrin-yoku. Oui, on est vraiment très heureuse ici, en tout cas, de donner la place à des échos, à créer des résonances, en fait, autour de ta belle expertise, donc, qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, c'est ça. Sarah est donc guide de Shinrin-yoku et Oui. donc, qu'on peut aussi parler comme bain de forêt. Je vais te laisser présenter, Sarah, ton parcours, nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivée là et pour effectivement introduire ta belle pratique. Merci Flore. Alors, déjà, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est difficile de parler de soi, de se présenter. Moi, je suis toujours admirative, parce que j'écoute beaucoup de podcasts et je suis toujours admirative des invités qui arrivent du tac au tac à se définir. Moi, c'est toujours un petit peu flou mes contours identitaires. Donc, je vais y aller avec celle que je suis aujourd'hui, au moment où je te parle. Eh bien, je suis Sarah. J'ai 39 ans. Je suis franco-canadienne. J'ai immigré au Québec il y a un peu plus de 4 ans. J'y avais déjà vécu il y a 10 ans et je suis revenue parce que je suis tombée en amour avec la province. Ah. Et je suis donc devenue canadienne depuis quelques semaines. Pour mon plus grand bonheur, mon parcours d'immigration s'est terminé. Wow, bravo pour ta citoyenneté. Oui, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de se sentir enrichi par deux territoires, deux cultures. C'est vraiment riche. Je sais que tu es dans ce parcours-là aussi. Donc, Oui, c'est, effectivement. Ouais. c'est tout un honneur quand ça s'arrive à la fin, quand ça arrive à la fin de ce parcours-là. Même si c'est jamais fini, l'intégration, mais en tout cas, c'est Hmm. une belle étape de fait quand administrativement, on sait que ça y est, on est là pour rester, entre guillemets. Donc, Oui. pour me parler un petit peu de moi, j'avais envie qu'on parle de nous, en fait, qu'on parle de Hmm. notre rencontre. Parce qu'en fait, je Hmm. pense que ça va aider beaucoup les gens à saisir un petit peu qui je suis, la manière dont on s'est rencontrés. Et puis, vu qu'on parle beaucoup de liens dans ce podcast, eh ben, je me suis dit que me définir par notre lien à toutes les deux, ça pourrait permettre aux gens de mieux me connaître. Oh, c'est merveilleux. Je suis curieuse de t'entendre moi-même. Eh ben, écoute, moi, je suis une grande fan de lecture. Je lis beaucoup. Et en fait, moi, je t'ai rencontré par tes mots. En fait, c'est par ton écriture que je suis rentrée en première fois en lien avec toi grâce à ton livre qui s'appelle Un flocon à la fois. Hmm. Et en fait, donc ça dit déjà beaucoup de choses de moi, puisque effectivement, je suis une grande lectrice, j'adore ça. Et surtout, la manière dont ton livre est arrivé à moi, c'est grâce à une femme. Et la sororité tient beaucoup de place dans ma vie, donc c'est encore quelque chose qui me définit bien. Et donc, cette femme, c'est Marie-Ève Lessine, que tu connais très bien, puisqu'elle est Ah notre oui, mentor de méditation à toutes les deux, si je exact. ne me trompe pas. Oui, oui, c'est tout un honneur, je trouve, d'avoir été guidée par Marie-Ève Lessine. Puis, Oui. je pense que je suis toujours dans cette énergie-là, là, en tout cas, de ce qu'elle transmet, ce qu'elle transporte, puis la manière dont en fait, ma manière aujourd'hui de guider les méditations est très, très imprégnée de l'esprit de son école encore. Ouais. Exactement. Mm. Ouais, donc bon, ça nous relie aussi, donc tu vois déjà. Oui, ouais. Et donc, Marie-Ève m'a dit, écoute, tu devrais lire ce livre parce que je pense qu'il va beaucoup te plaire. Et à l'époque, donc l'hiver dernier, quand je l'ai lu, j'étais dans un parcours avec le campus de la transition écologique à Montréal, dans lequel on devait réfléchir à la notion d'hivernité en milieu urbain.
Et je me suis dit, ah tiens, le titre, un flocon à la fois, ça va continuer à me plonger dans une réalité hivernale autre. Et puis, ça va me permettre de découvrir une femme qui parle de son lien à la nature, de son lien au territoire, parce que ça, c'est quelque chose qui me passionne complètement, le lien des gens avec la nature, qu'est-ce qui vient les chercher. Et donc, je me suis plongée dans ton livre avec très peu d'attente, parce que je savais qu'il allait en sortir des belles choses, et je suis ressortie de cette lecture à fleur de peau. Mm. Dans ton livre, je trouve que tout est sensoriel. Et pour Ah, moi, qui suis quelqu'un qui guide les gens à travers leur sensibilité, à travers leurs émotions, pour moi, cette lecture-là, ça a été du bonbon. Déjà, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis d'aller découvrir le Grand Nord canadien, le Nunavik, la terre, le territoire des Inuits. Donc ça, pour moi, ça a été aussi beaucoup d'apprentissage, puisque les communautés autochtones, certaines Premières Nations du Québec ont aussi joué beaucoup un rôle dans mon lien avec la nature depuis que je suis arrivée au Québec. Donc ça m'a permis de découvrir, de continuer à apprendre et à me sentir dans cette humilité-là du lien avec la nature. ouais. Et puis, ça m'a permis de découvrir en pleine conscience un territoire comme si j'y étais alors que j'y avais jamais été. Tu as une manière de décrire en pleine conscience les lieux, les scènes que tu vis qui sont très sensorielles. Mm. Donc, pour moi, j'avais l'impression de faire un bain de forêt dans le Grand Nord sans y avoir jamais été. Donc, tu vois, la, Waouh. la puissance des mots. Oui, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que oui, ce livre-là, je l'ai écrit avec mon corps, avec mon cœur, avec mes sens. Je n'ai pas cherché à intellectualiser ou rationaliser l'expérience. Euh, et, et, hum, et puis souvent, je me dis, pour avoir le type d'écriture que j'ai eu, euh, ça demande d'être complètement immergé, ça demande d'être dans l'expérience, au cœur de l'expérience, dans l'ici et maintenant. Pour trouver Oui, les mots justes, il fallait que je les sente dans mon corps. Puis tu vois, depuis que je suis redescendue au sud à Montréal, des fois, je ne retrouve pas cette capacité à poser les mots justes sur mes sens, sur mes sensations. Et alors que si mon lien avec le territoire devient fort dans certains endroits, mais même au sud, aussi bien dans la nature, en forêt ou ailleurs, ben, tout de suite, ça plug. Puis là, oui, mon écriture devient ben, très sensorielle, beaucoup plus fluide. Fait que et je suis vraiment touchée, là. Tu as saisi mais le cœur de, alors, de l'écriture, c'est l'interaction, c'est le lien entre, oui, le territoire, puis un humain, des humaines, des hommes, enfin, l'humanité au final. Fait que, ouais, vraiment. wow. Oh, Donc, merci. Et donc puis ça en dit, vraiment, ouais, ça en dit long aussi sur ta capacité à intégrer des écosystèmes, en fait, euh, ou cette volonté-là, ou cette ouverture à ça. Parce que c'est, ouais, à quelque part, c'est ça le livre aussi. Euh, ouais, et, ouais. et puis intégrer un écosystème qui n'est pas le nôtre dans une, tu sais, Dans une culture qui n'est pas la tienne non oui, plus. dans toute cette différence-là, puis tu sais, ne pas marcher sur la culture de l'autre, ne pas overstep, puis rester, écrire de son point et non pas parler à la place de. Bref, il y a Oui, toute cette subtilité-là qui est là-dedans et qui, effectivement, qui parle aussi beaucoup de comment est-ce que je me lie au territoire. exactement. Et ça, c'est, tu vois, quand je te disais que notre rencontre allait nous permettre de parler de moi, c'est de ça que je voulais parler, parce que moi, ce qui me passionne et ce qui me fait vibrer en ce moment dans ma vie, c'est le lien au territoire et c'est le lien à la nature et c'est comment cette création de lien-là peut venir nourrir ton intériorité, mais aussi ton lien aux autres, la manière dont, en tant qu'immigrant, tu peux t'intégrer dans une autre vie, parce que pour moi, le territoire, ça a vraiment été la porte d'entrée sur le Québec. Quand je suis arrivée en tant que résidente permanente il y a 4 ans et demi, je suis arrivée quelques semaines avant la pandémie. Donc moi qui arrivais dans un esprit d'ouverture, au bout de quelques semaines, je me suis retrouvée enfermée dans une pandémie mondiale, on s'en souvient, qui a fait que toutes les frontières ont fermé, que même les frontières proche de nous, dans le sens où tu vivais en ville, tu n'avais pas le droit d'aller dans la région d'à côté, tu étais circonscrit dans un tout petit territoire. Et je me suis dit, mais comment, moi, Française, qui suis arrivée pour découvrir les grands espaces canadiens, je me retrouve confinée à vivre sur un mini territoire.
Et en fait, sur ce mini territoire-là, j'ai trouvé une richesse et une liberté incroyable Mmh. grâce au parc urbain. Moi, je vis dans la ville de Québec et j'ai trouvé dans ce lien à la nature, dans les parcs urbains, une manière de m'expansionner, de me sentir libre, de trouver ma liberté et mon bien-être à cet endroit-là. Mmh. Donc voilà. Donc pour finir ton livre, une fois que j'ai eu fini de le lire, j'ai posté sur mon compte Instagram une photo de ton livre parce que j'adore partager mes coups de cœur littéraires puis mes coups de cœur de manière générale. Et je t'ai remercié de ce que tu m'avais fait vivre, puis tu m'as contacté. Et puis à partir de ce moment-là, on est resté en contact. Puis à un moment donné, tu m'as dit, ah, mais je suis en train de travailler sur un programme pour la rentrée. Peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Donc voilà. Enfin bref, donc je dirais que si je devais me résumer, je suis dans le partage. Je suis quelqu'un de passionné. J'aime la vie, j'aime le vivant. Je suis quelqu'un d'engagé. Je suis féministe. Et je dirais que je suis fragile et sensible à la fois. Et je pense que ces deux univers-là, même si parfois c'est confrontant et qu'ils viennent se battre à l'intérieur de moi, bah ça fait la personne que je suis aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Mmh. C'est merveilleux je suis honorée de recevoir une humaine comme toi dans cet espace de résonance Euh, vivant. Et moi, j'ai hâte que les personnes apprennent à te connaître dans le programme Vivre en résonance avec les saisons ou résonance oui, saisonnière. On en parlera à la fin du podcast. oui, Alors c'est ça, donc de ce que je comprends, c'est en partie ce lien, cet amour pour comment se lier au territoire qui t'a probablement amené à la pratique de guide de bain de forêt. oui, exactement, c'est ça. Ben, en fait, moi, pour revenir vraiment en arrière, mon lien avec la nature, il n'est pas inné. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été nourri dans mon enfance ni dans mon adolescence. Je dirais que j'ai plongé dedans que très récemment. Même si j'ai été éduquée, en fait, j'ai l'impression que la seule éducation à la nature que j'ai eue, c'était par rapport à mes grands-parents. En fait, quand j'étais petite, j'allais en vacances tous les étés chez mes grands-parents en Alsace, mes grands-parents paternels. D'ailleurs, s'ils m'écoutent aujourd'hui, je les embrasse et je les remercie pour tout ce qu'ils m'ont transmis. Et en allant chez eux, j'ai vraiment eu ce lien à la nature. Ils vivaient à la campagne, près d'un boisé. Donc, tous les dimanches matins, on se levait à 5 heures du matin pour aller marcher dans le bois, pour faire une petite gym avec ma grand-mère, tout ça. Donc, pendant ces années-là, chaque été, j'avais ce lien avec la nature. Mais ce lien-là, il est parti à partir du moment où je suis devenue adolescente et où j'ai pu être en vacances chez mes grands-parents, ou en tout cas beaucoup moins, et Mm. où moi j'ai toujours été une urbaine, j'ai jamais vécu en nature, donc j'ai toujours été dans des villes. Et en fait, ce lien-là avec la nature, je l'ai perdu pendant des années, pendant, je sais pas, je te dirais, peut-être de mes 15 ans à là, j'ai 39, à mes 35 ans, presque 20 ans où j'ai été j'identifiais pas la nature comme une ressource ou quelque chose dont j'avais besoin. Tu sais, j'ai pourtant beaucoup voyagé, je suis allée dans des endroits de nature incroyables, j'ai traversé des paysages de folie. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, ah, mais si j'avais la sensibilité et la connaissance que j'ai aujourd'hui et que je refaisais ces voyages, mais qu'est-ce que je vivrais comme moment d'ancrage, de sensorialité, d'émotion que j'avais pas conscience. Et en fait, en immigrant au Canada, en découvrant ce territoire, comme je te le disais, par les parcs urbains, mais il y a quelque chose qui s'est réactivé en moi. Sauf qu'à ce moment-là, c'est quelque chose plus du corps à corps qui s'est réactivé. C'est-à-dire que j'étais dans une lutte à ce moment-là avec moi-même où je devais perdre beaucoup de poids. J'en avais déjà beaucoup perdu, mais il fallait que j'en perde encore. Donc en fait, j'étais dans une espèce de relation de challenge avec moi-même et avec le territoire. C'est-à-dire que j'y allais pour faire des kilomètres, pour voir le prochain sommet, le prochain point de vue. Tu sais, j'avais comme une liste de choses à cocher, puis j'étais vraiment dans cette confrontation-là avec la nature en disant, ah, bah, tu sais, elle doit m'apporter quelque chose. J'étais vraiment dans quelque chose presque. Je parle beaucoup aujourd'hui de décoloniser notre image de la nature. Ben moi, j'étais un peu dans cette relation-là, un peu, tu sais, ça serait extrême de dire de colonialisme, mais tu sais, qu'est-ce que la nature peut m'apporter? Et vas-y, 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 donne, donne, donne. Tu sais. Et Ouais, puis, ouais. à un moment donné, excuse-moi, si tu veux Non, aller. non, non, mais c'est vraiment intéressant. Puis écoute, ça fait rebond dans ma tête avec une vidéo que j'ai vue hier passer sur les réseaux où le mont Everest est... en fait, il y a carrément une file, Line-up, une line-up pour atteindre le sommet.
Puis je trouve que ça parle beaucoup de notre rapport à la nature. C'est atteindre les sommets, OK, puis dans quelles conditions? Puis pourquoi? Et puis Puis comment? pourquoi? Ouais, Mmh. et je me suis dit: «Oh mon Dieu», en tout cas, moi aussi, j'aime les grands espaces, puis les territoires, libres ou en tout cas crus, bruts. Puis mais là, de voir toute cette file d'humains au bout de l'Everest, j'étais comme: «Je ne sais pas». Enfin, en tout cas, il y a quelque chose à revoir dans notre rapport à la nature. Puis ça f Nature. c'est pour faire le lien avec, ce que tu expliquais comme, il faut que j'aille faire cette rando, il faut que j'atteigne ce sommet, il faut que j'aille là, faut que j'aille marché ici. Ouais, Mais oui, est-ce que finalement la relation, est-ce qu'elle est, heu tu sais, d'égal à sur un égal pied. avec Mmh. la nature, ou est-ce qu'on n'est pas dans une relation dominant-dominé avec la nature? Tu sais, j'ai Ouais, besoin d'atteindre ton sommet, de sentir que, heu, ouais. je t'ai eu à quelque part, mais qu'est-ce qu'elle tu sais, on est-tu dans la bonne, direction, ou dans la non, en fait, dans la bonne relation avec la Ouais, nature? c'est ça. Beh, tu sais, Ouais. je dirais que finalement, on est aujourd'hui, je dirais qu'avec mon rapport aujourd'hui avec le Shinrin-yoku, je vais venir comment je suis passée justement de ce corps à corps à ce cœur à cœur, parce que c'est vraiment ça en fait. Moi, mon mouvement, il a été vraiment là. C'est comment je passe d'un corps à corps, mais c'est-à-dire de consommation de nature. C'est ça que j'ai envie de dire. Tu vois, j'étais dans une espèce de frénésie de nature, parce que je sentais que ça me permettait de me dépasser, que ça me permettait de me sentir bien aussi, hein. Enfin, je veux dire, mais j'étais dans cette consommation-là. Et à un moment donné, comment est-ce que tu passes au cœur à cœur? Ben moi, ça a vraiment été lié à la découverte de mon cycle menstruel. Moi, pour moi, en fait, il y a beaucoup de choses qui, je dirais que ma relation avec la nature sont vraiment liées avec la relation avec moi-même, avec ma féminité. Je ne vais pas dire féminité, mais en même temps, entre ce qui fait que je suis une femme, une personne menstruée. Donc moi, je me considère comme une femme, je me sens femme. Mmh. Donc moi, ma relation avec la nature, elle s'est corrélée avec ma découverte de mon cycle menstruel. Parce qu'en fait, j'ai pris la pilule contraceptive pendant plus de 18 ans. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que... J'ai commencé à entendre plein de choses sur la pilule contraceptive, tout ça. Et je me suis dit, mais c'est contre nature. Tu vois, il y a quelque chose en moi qui est venu, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je prends tous les jours un médicament pour m'empêcher d'être cyclique ou pour, ok, pour ne pas tomber enceinte. C'était ça fondamentalement, hein, ma volonté. Mais est-ce qu'on m'avait laissé le choix de faire autrement, tu sais? Mmh. Donc, je te passe les détails parce qu'il y en a beaucoup, mais bref, j'en suis arrivée à arrêter la pilule contraceptive, à me reconnecter à mon cycle menstruel, à reprendre conscience de ma cyclicité. Je me suis mis à pratiquer la symptothermie, qui est une gestion de la fertilité au naturel pour justement gérer ma contraception de manière naturelle. J'ai fait ça avec mon conjoint. Et donc, on a partagé cette charge contraceptive-là. Et en même temps que je redécouvrais ma cyclicité, je voyais plein de choses dans la nature qui me faisaient ressentir qu'elle aussi était cyclique. Donc, je ne sais pas si c'est mon cycle menstruel qui m'a reconnecté à la nature ou si c'est la nature qui m'a reconnecté à mon cycle menstruel, mais en tout cas, tout ça était très lié. Mmh. Euh, et donc, ce miroir finalement que la nature m'envoyait et dans lequel je sentais une résonance, finalement, Mmh. c'est ça, et ben, en fait, m'a fait me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux vivre avec la nature? Est-ce que je dois toujours être dans cette relation de prendre, prendre, prendre? Est-ce que je peux donner moi aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et en fait, donc là, j'ai commencé à lire en masse des livres, écouter des podcasts autour de la relation avec la nature. J'ai été faire des stages auprès de certaines communautés autochtones pour comprendre quel était leur rapport avec la nature. Bref, j'ai changé mon regard, je me suis dit, OK, change de point de vue, va apprendre des choses. Et puis, je suis tombée à un moment donné sur le Shinrin-yoku. Et je me suis dit, Mmh. ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis dit, donc là j'ai commencé à lire, puis je me suis dit, ah, de toute manière, tant que j'ai pas testé, je vais pas vraiment savoir ce que c'est. Donc j'ai été sur un moteur de recherche, j'ai cherché Shinrin-yoku, ville de Québec, et je suis tombée sur une séance qui se passait au domaine joli de l'Aude-Binière, qui est sur la rive sud de Québec. Et j'y suis allée avec mon conjoint, on est parti un samedi matin, sans attendre, sans rien, en se disant, qu'est-ce qu'on va vivre? On va voir. Et je suis sortie de cette séance en me disant, OK, il y a autre chose qui existe en fait. OK, ça peut être un échange. Ça peut Mmh. être autre chose que juste consommer et que ça peut être aussi une opportunité d'être à contre-courant de ce qu'on nous impose. Ça peut être aussi être une présence, Mmh. un silence. Ça peut être
juste être et pas toujours faire. Mmh. Et donc c'est là que je suis passée de ce fameux corps à corps à ce fameux cœur à cœur et là je me suis dit: «Ah waouh, OK, c'est possible de vivre autre chose et de donner autant qu'on reçoit, en fait, même avec la nature». Ah ouais, 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 effectivement. donc OK. tu vois l'histoire, Mmh. l'histoire est un peu longue, mais en même temps elle explique, comment tu peux passer d'un paradigme à un autre, d'un regard à un autre. Mmh, magnifique. Il y a comme un, hem, oui, en fait, il y a c'est comme si ton rapport à la nature avait changé ou s'était renversé ou plutôt aligné ou égalé avec elle, on va dire. Puis mais puis là, je me pose une question, en fait, c'est quoi quelles sont les émotions ou les sensations que, les gens rapportent le plus souvent après un bain de forêt? Ouais, bah, peut-être qu'on pourra expliquer un petit peu après ce que c'est exactement pour que les gens puissent comprendre, mais je Mmh. dirais que de ce qui ressort le plus, c'est vraiment le calme, l'apaisement, le temps, l'espace, hem, la possibilité d'être à son écoute autant qu'être à l'écoute de la nature. C'est vraiment, c'est comme si tu prenais un pas de recul et qu'en même temps, tu te sentais totalement dans quelque chose de plus grand que toi. Tu vois, c'est super difficile à expliquer parce qu'en plus, le Shinrin-yoku, c'est vraiment pas ésotérique, hein, on n'est pas dans, c'est pas du chamanisme, on n'est pas. Après, je porte aucun jugement parce que j'ai testé beaucoup de choses et ces choses-là m'ont enrichi. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas, c'est rien, il y a rien d'ésotérique dans le Shinrin-yoku. C'est une peut-être que je peux expliquer ce que c'est pour que les gens comprennent mieux ce Oui, que tout ça à veut dire. fait. Expliquer ce que c'est, puis on pourra aussi Ouais. revenir sur les origines du Oui, bien sûr. yoku. Ouais. Ben, le Shinrin-yoku, du coup, c'est une pratique thérapeutique japonaise, donc qui nous vient du Japon. Mmh. Aujourd'hui, au Japon, c'est une véritable médecine préventive. C'est vraiment ancré dans la société japonaise comme un moyen de prendre soin de soi et de prendre soin de la nature, puisque ben, il y a un lien, il y a un échange, hein. On fait partie de la nature, on est le vivant, en fait, hein. C'est retrouver, en fait, finalement, ce lien qu'on a perdu avec, finalement, de notre humanité. Est-ce qu'on n'a pas oublié qu'on faisait partie du vivant? Donc bon, ça c'est des questions philosophiques. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais en tout cas, donc aujourd'hui, le Shinrin-yoku c'est considéré comme véritable soin de santé au Japon. Il y a plus de 60 bases thérapeutiques ou forêts thérapeutiques au Japon qui permettent donc aux Japonais d'aller pratiquer le bain de forêt. Ça se fait en famille. Et donc, comment ça se passe? Bah, c'est très simple en fait, c'est une marche guidée, qui est très lente et majoritairement silencieuse, durant laquelle en fait vous êtes invité en tant que participant à vous exposer, vous connecter à la nature par vos sens. Donc il y a plein d'invitations sensorielles qui vous sont proposées et qui vous permettent en fait de mettre votre corps et votre esprit, dans de bonnes dispositions pour profiter des bienfaits de la nature. Puisqu'en fait, on le sait, hein, maintenant de manière certaine depuis plus de 30 ans et toutes les études qui ont été menées sur les bienfaits de la nature, que la nature a des effets positifs autant sur la santé psychologique que sur la santé physique. Et donc, dans un Shinrin-yoku, c'est des invitations sensorielles, mais c'est aussi des moments de partage où on parle de nos ressentis, de nos émotions. Et à la fin, on termine par une cérémonie du thé pour, bien évidemment, honorer le Japon, mais surtout honorer le moment qu'on a vécu tous ensemble, le lieu qui nous a accueillis, et puis faire un rituel en quelque sorte de clôture de cette séance-là, puisque c'est des séances qui durent entre 2 et 3 heures, hein, généralement. Mmh, Donc, quand même, ouais, ouais. Mmh. voilà, Et voilà un petit peu. le déroulement de ces séances de 2 3 heures, parce que j'imagine que c'est pas évident pour tout le monde de s'imaginer que: «Oh mon Dieu, c'est quoi? On est en méditation pendant 2 3 heures. Est-ce que je vais tenir? Moi, mes pensées, elles partent ailleurs», tu sais, Ouais. quand on débute dans des pratiques contemplatives comme ça, c'est tu justement parce qu'on a l'habitude d'être toujours dans le faut faire, on est en action, et puis là, on nous demande juste d'être réceptif. Fait Mmh. que, peux-tu nous expliquer, nous décrire un petit peu, en quoi consiste une séance de bain de forêt? Oui, alors, c'est important de dire que c'est du Shinrin-yoku. On le traduit par bain de forêt pour que ce soit compréhensible, pour les gens, puisque c'est la traduction française. Mais on insiste vraiment pour parler de Shinrin-yoku, puisque c'est cette pratique-là que moi je pratique. Il y a des gens qui font du bain de forêt qui ne sont pas du Shinrin-yoku. Donc Ah ben, c'est vraiment oui. important de dire que ce dont je parle, c'est du Shinrin-yoku. Ah merci pour la précision.
Mais non, mais il y a pas de problème, c'est juste parce que c'est important de le nommer. Et en fait, je pense que ce qui aide beaucoup les gens justement dans le fait de faire du Shinrin-yoku, c'est d'être guidé par quelqu'un. Et c'est dans le fait de pouvoir euh, justement lâcher prise sur le fait, tu sais, parce que tu peux faire du bain de forêt toi-même. Tu peux très bien te mettre dans les dispositions, puis te dire, en fait, le bain de forêt, le Shinrin-yoku, la différence avec une marche que tu vas aller prendre, une randonnée ou avec quelqu'un, c'est vraiment de te mettre dans l'intention de venir entrer en lien avec la nature. Tu sais, tu Hmm. viens pour donner ta pleine présence au lieu dans lequel tu viens. C'est ça qui est vraiment une des grandes différences d'une marche que tu irais prendre n'importe quand. Donc, si par exemple, moi, je pratique un bain de forêt pour moi toute seule, eh bien, je vais aller marcher avec l'intention d'offrir ma présence à la nature et donc d'être réceptive à tout ce que la nature a à me proposer. Parce que c'est important de dire que dans le Shinrin-yoku, la personne qui vous guide, ce n'est pas un thérapeute. C'est pas non plus un naturaliste. C'est vraiment quelqu'un qui a été formé à cette pratique-là pour vous inviter dans une séance qui est codifiée, bien évidemment, pour vous faire arriver, en tout cas, à essayer de profiter des bienfaits, de relâcher, de vous mettre dans un état de bien-être, mais qui n'est pas thérapeute. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous ouvre une nouvelle voie vers la nature, d'autres possibilités. Et après, vous pouvez, dans votre vie quotidienne, dans vos futures marches, vous dire, ah ok, aujourd'hui, je vais pas randonner, aujourd'hui, je vais faire du Shinrin-yoku, je vais prendre un bain de forêt. Et je me mets dans les dispositions qu'il faut. Donc, qu'est-ce que c'est les dispositions finalement? C'est de se mettre dans l'intention d'aller connecter avec la nature, c'est de ralentir, mais de Hmm. vraiment ralentir. C'est pas marcher doucement, c'est marcher très, très, très doucement. D'accord. Et c'est souvent ça qui est challengeant pour les gens. Enfin, je parle de ma propre expérience, parce que moi, la première fois que j'ai été faire du Shinrin-yoku, je peux te dire que ben, je ne sais pas combien de temps, parce que l'objectif aussi, c'est de laisser les montres de côté, les cellulaires de côté. On perd complètement la notion du temps, puis on se laisse guider par la personne qui est là, par sa sensibilité, par Hmm. ses invitations à ce qu'elle ressent avec la nature. Et au début, le rythme est tellement lent. On est dans une société qui est tellement dans la vitesse, dans la connexion, dans l'immédiateté, que quand tu te retrouves à marcher au ralenti en groupe, et moi, au bout de 2, 3 minutes, mon cerveau, il s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, c'est quoi, c'est fou? Bah, tu vois, Hmm. mon mental s'est mis en route et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette pratique? Hmm. Et en fait, au bout d'un certain moment, au fur et à mesure des invitations qu'on te propose, parce que tu marches très lentement, tu as des invitations aussi à toucher, à sentir. C'est vraiment, il y a des instants méditatifs, il y a aussi des moments de jeu, il y a des moments de partage, de création. Enfin bref, chaque séance de Shinrin-yoku est unique, tu vivras jamais la même chose en fonction du guide qui t'accompagne et en fonction du lieu dans lequel tu es. Puisqu'en fait, si même nous, on n'est pas thérapeute en tant que guide, par contre, le lieu et la nature, elle, est thérapeute. Oui. Donc, elle a des choses à te proposer, elle a des choses à t'offrir. Donc, si tu te mets en tant que, que participant dans cette posture d'ouverture, tu es capable de recevoir tous les bienfaits que la nature a à t'offrir sur ta santé mentale et sur ta santé physique. Donc, je dirais que l'un des challenges, c'est d'accepter de ralentir, d'oser ralentir et de faire silence en groupe aussi. Parce que tu sais, c'est rare quand même de se retrouver en groupe, parce que donc les séances de Shinrin-yoku, maximum, c'est entre 10 et 12 personnes maximum. Tu sais, 10 personnes, généralement, on dit que c'est un bon groupe. Mais quand tu te retrouves à marcher à 10 sans parler au ralenti, tu vis jamais ça dans ta vie. Dans Hmm. ta vie ça t'arrive jamais de marcher avec 9 inconnus et de jamais leur demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que Hmm. tu fais dans la vie, t'es qui. Donc, Hmm. ça a été pour moi une expérience transformatrice et révélatrice aussi de beaucoup de choses, beaucoup d'impatience en moi, beaucoup de... Hmm. Oui, Donc, beaucoup d'automatismes et de mécanismes de fonctionnement dans lesquels on est au quotidien, puis qu'on on n'en sort pas si
on ne fait pas cet effort de conscience de revenir à soi comme un peu comme un rappel Oui, de soi, puis de se dire: «Beh, attends, là où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je suis en train de faire?» Puis c'est effectivement le accourir comme, en fait, je cours après quoi oui. et comment? Puis qu'est-ce que ça m'apporte aussi de volontairement et graduellement ralentir, Mmh. puis les bienfaits qui en ressortent. Mais, juste pour rebondir, sur, tout à l'heure, Oui. tu parlais de santé mentale, puis, Mmh. les bienfaits du Shinrin-yoku sur la santé mentale. Puis oui, effectivement, je repense à des études qui avaient été faites, notamment, une étude, je crois de 2019 de Farrow qui disait que, la diminution de la tension artérielle, puis l'amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque justement, Mmh. elle change, avec justement le contact, avec la nature. Puis Oui. ça, c'est un exemple parmi tant d'autres là, mais il y en a plein. Puis c'est vrai aussi que, parce que dans mon cas, je suis, plus pas dans le Shinrin-yoku, mais dans l'écothérapie et Oui. effectivement la nature a dans cette pratique-là, la nature a aussi de beaux reflets à nous faire, puis c'est une excellente intervenante. Oui, exactement, c'est Ouais, ça. ouais. Mais toi, tu es thérapeute, donc finalement, les gens qui viennent faire de l'écothérapie sont face à 2 thérapeutes, donc toi plus la nature. Moi, quand les gens viennent en Shinrin-yoku, ils sont face à un guide, donc quelqu'un qui va les amener à vivre autre chose, mais ils sont en face d'une thérapeute qui est la nature. Mmh Donc mh. c'est ça la différence entre vraiment l'écothérapie et le Shinrin-yoku. C'est que Mmh. finalement, et puis le Shinrin-yoku, la force du Shinrin-yoku, c'est le groupe. Parce que Mmh. pour moi, Intéressant. tu vois, c'est finalement moi, j'arrive avec, mon énergie, mes émotions, ma sensibilité. Chaque participant arrive avec son émotion, sa sensibilité, son état. Le lieu est dans une énergie, dans une météo, dans une saison particulière et en fait, c'est la synergie de toutes ces émotions, toutes ces ressentis, toutes ces sensations qui font que tu vis quelque chose, une expérience de groupe qui est vraiment unique, quoi. Parce qu'en fait, tu sais jamais. Moi, j'aurais beau refaire exactement la même séance, les mêmes invitations, si j'ai pas le même lieu, si j'ai pas les mêmes gens, je vivrai pas du tout la même chose. Et les gens ne Mmh. vivront pas du tout la même chose. C'est ça qui est vraiment fort. Oui, puis c'est vraiment la beauté de, all different but all together, tu sais? Comme, Oui, chacun apporte sa couleur, et puis c'est la couleur de chacun qui va dessiner l'énergie du groupe, qui va construire la force du groupe, la dynamique de groupe, puis, ce groupe-là qui va se mettre en lien avec, la nature aussi. Je suis une fervente défenseuse de l'intervention collective et de groupe, fait que je vais garder ça pour, un autre podcast ou un autre sujet, parce que sinon je pourrais être lancée là-dessus, bien longtemps et puis encore plus pour parler d'interventions soutenues par la nature et en groupe donc mais on va être merci. obligé de se reparler maintenant, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr qu'on va être obligé de faire un autre podcast en tout cas. Hem, waouh, passionnant et je suis ravie, en tout cas que tu puisses partager justement cette expertise que tu as au sein du, programme Résonance saisonnière donc sur lequel on est en train de travailler, qui est un accompagnement basé sur le cycle des saisons, donc un accompagnement annuel où effectivement les personnes vont pouvoir avoir accès à toi et pouvoir être initiées à tout ce que tu viens de nous partager. Sarah, je Oui, suis déjà, on n'est pas en septembre, mais je suis déjà dedans. ah bah oui, bah Mmh. moi aussi, hein, Et vraiment. et puis écoute, peut-être ma question arrive un peu comme un je sais pas si on peut dire ça, un cheveu sur la soupe ou je ne sais quoi, mais j'avais aussi envie de parler un peu de confronter un petit peu, tu sais, parfois, il y a certaines personnes qui vont critiquer cette pratique, le Shinrin-yoku, en la qualifiant un peu de: «Oh, c'est une mode passagère, en tout cas, bon, voilà, c'est exotique, ça vient d'ailleurs», mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu répondrais toi à ça? Oui, beh, déjà, je légitimerais le ressenti des personnes qui pensent ça. Je veux dire, chaque personne a la possibilité de ressentir et de penser ce qu'elle a envie. Ce que je proposerais à ces personnes-là, c'est de venir tester et je leur dirais que si ralentir, si respirer en conscience, si faire silence, si s'asseoir à côté d'un arbre,
dessiner, écrire, faire une œuvre collective, si tout ça, euh, c'est ésotérique ou c'est une mode passagère, ben, je me demanderais ce que ce serait la vie en fait. Enfin, tu vois, je vois rien ni d'ésotérique ni de mode passagère dans le fait de ralentir, dans le fait de prendre soin de soi, d'aller créer du lien avec la nature. C'est ça que j'aurais envie de répondre, mais j'essaierai pas de convaincre les gens parce que je pense que je leur proposerais de tester et de venir se faire leur idée par eux-mêmes, vraiment. Ce serait Mmh. ça. Je les inviterais à venir tester une séance de Shinrin-yoku et puis Mmh. à partager ensuite leur ressenti suite à ça. Mmh. Oui, oui et puis c'est intéressant parce que au final de ce qu'on en comprend, on est dans une pratique très, en tout cas dans des tu sais, c'est redonner de la c'est sublimer, heu, des simplicités de notre existence. Respirer, être en silence, juste à être en fait assis, Mmh. heu, se Mais relier puis oui, oui, il y a besoin de se relier non seulement à la nature, mais quand on voit aujourd'hui tous les modes de communication qu'on a, on pourrait penser qu'on est tous connectés, puis finalement, est-ce qu'on n'est pas tous déconnectés? Puis l'isolement qui va avec ça, alors on aurait la fausse sensation d'être, tu sais, en tout cas, d'être tous reliés. ouais, Puis je pense que le Shinrin-yoku, c'est une belle pratique pour notamment notre santé mentale, dans l'idée de oui, se relier. Puis comment parce que c'est la manière dont je me relie à la nature, est-ce qu'elle parle aussi de la manière dont je me relie aux autres? Bon, bref, oui. c'est un autre. Je pense qu'on rentrerait dans des discussions philosophiques, mais tu sais, c'est important ce que tu dis aussi, le briser l'isolement, parce que moi, le Shinrin-yoku, par exemple, dans mon parcours d'immigration, ça a été vraiment une manière de m'ancrer au territoire et de m'en imprégner et de me sentir faire partie de ce territoire-là que je connaissais pas, d'une manière très profonde et d'une manière très amoureuse presque. Tu vois, c'est peut-être too much de dire Mmh. ça, mais en même temps, c'est le cas. C'est comment est-ce que j'aime mon territoire. Tu sais, en tant qu'immigrant, c'est des choses enfin, en tout cas pour moi, c'est des questions que je me suis beaucoup posées. Tu sais, comment est-ce que en tant que Française, j'arrive sur le territoire québécois. Là encore, on pourrait en faire un podcast complet parce que tu sais, c'est comment est-ce que tu viens avec cette image de colonisation, de colonisateur. Là, on rentrerait dans des choses encore plus profondes, mais je trouve que le Shinrin-yoku, ça te met dans une relation à ton territoire qui te permet de jamais te sentir seul quand tu marches le territoire. Et ça, je Mmh trouve que mh. c'est vraiment beau et c'est vraiment bon. Et surtout, rappeler que le Shinrin-yoku est une pratique qui est scientifiquement prouvée et ça Mmh. sort pas de, il y a eu de nombreuses études scientifiques qui ont été faites pour codifier cette pratique et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une formation qui est faite pour des guides. Il n'y a pas n'importe qui peut s'improviser guide Shinrin-yoku. Donc, il faut se former et il faut accompagner les gens aussi dans une certaine éthique et dans une certaine posture. C'est important de le dire. Mmh. Oui, puis j'aime beaucoup, ce que tu as nommé, tu sais, parce que dans un processus d'immigration, de transition, il y a se déraciner pour s'enraciner, sur, un autre territoire, une autre terre, tu sais? Oui, Puis ça, c'est tout un processus, le rempotage humain, tu sais? Sur oui, une vraiment. terre, et puis comment est-ce que je prends racine là-dessus? Mais c'est un sujet que je vis, très personnellement, très intimement aussi, au quotidien et puis oui, on pourrait s'en reparler. Sarah, j'ai une question pour toi, Sarah, pour, un peu conclure cette belle discussion. Est-ce Hmm. que, tu as nommé au début de l'épisode que, tu es une grande lectrice. Alors est-ce que, éventuellement, tu aurais des recommandations de lecture, peut-être une, peut-être 2 ou plus, enfin en tout cas, heu, Oui, pas des qui en lien avec ta pratique de Shinrin-yoku, mais peut-être aussi, autre chose en lien avec le rapport à la nature, éventuellement? oui, oui. Alors, effectivement, j'aurais tellement de livres je vais faire une sélection. Oui. Le premier que je vais proposer, c'est forcément en rapport avec le Shinrin-yoku pour justement les gens qui voudraient débuter avec cette pratique-là de manière autonome. En fait, on dit bain de forêt quand on pratique de manière autonome et on dit Shinrin-yoku quand on est guidé par quelqu'un et qu'on va le faire en groupe. Donc, si jamais les gens ont envie de commencer une pratique de bain de forêt de manière autonome, je leur conseille le livre qui s'appelle Le guide des bains de forêt de Amos Clifford. Ça, c'est vraiment un livre qui va les accompagner pas à pas
dans la découverte du bain de forêt de manière autonome. Et après, bien évidemment, je les invite à aller participer à une séance de Shinrin-yoku en groupe pour vraiment saisir l'essence du Shinrin-yoku. Et s'ils veulent découvrir, en tout cas s'ils vivent au Québec, ils peuvent aller sur le site internet de l'AGSY, c'est l'association des guides Shinrin-yoku. Donc c'est l'agsy.ca et là ils vont pouvoir trouver des guides à proximité de chez eux pour aller vivre cette expérience et pouvoir se faire une idée. Et sinon, pour parler lecture, alors je t'ai dit tout à l'heure que j'étais passionnée par les femmes qui parlaient de leur rapport à la nature et au territoire. Donc je vais conseiller deux lectures de cet acabit-là. Il y a Femme forêt de Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une pépite. Je l'ai lu je ne sais combien de fois, mais c'est une pépite incroyable. Femme forêt, Anaïs Barbeau-Lavalette. Ensuite, une autre femme qui vit à Montréal. Son pseudo, c'est Patty O'Green. Et son Mhm. livre s'appelle Les prophéties de la montagne. Mhm. Et c'est l'histoire de sa relation avec le Mont-Royal. Et c'est aussi très sensoriel, très émotionnel, très instinctif, très intuitif. Alors, ces deux lectures-là, je vous invite à les prendre à la plage, au camping, où vous voulez, mais prenez-les. Et je vous en donne encore deux autres parce que j'en ai tellement, mais je vous en donne deux pour parler des bienfaits de la nature, parce que c'est quand même important. Natura de Pascal Derme, Pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux. Donc Mhm. ça permet d'aller beaucoup plus loin dans l'approche des bienfaits de la nature sur la santé. Et alors, je ne sais jamais comment prononcer son nom, mais en tout cas, peut-être que tu le connais, tu vas pouvoir m'aider. Mais c'est Michel Levan Quain, je ne sais pas, peut-être que tu vas Ah, pouvoir Cerveau et voir. nature, oui, Michel Et Levanquienne. Oui, oui, oui. voilà, donc Ouais. cerveau et nature, pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde. Voilà, donc Mhm. c'est des livres que je vous recommande pour aller plus loin dans votre relation à la nature. Et puis surtout, surtout, je vous invite à sortir de chez vous, d'aller profiter du plein air, d'aller respirer à plein poumon, de marcher lentement et de vous mettre à l'écoute de vos sens. Et c'est tout ce que je Mhm. vous souhaite. Magnifique, merci. Merci pour ce beau partage. Plein d'émotions, tout sensoriel en plus. Sarah, c'est vraiment très apprécié. Pour aller plus loin avec Sarah, donc effectivement, vous allez retrouver Sarah sur le programme d'accompagnement résonance saisonnière qui débute en septembre à la clinique Inflorescence. Sarah, mettons que quelqu'un à Québec ou aux alentours de Québec, ou je ne sais pas, peut-être que tu fais aussi des pratiques en ligne, ou comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? Est-ce que tu peux as-tu un site internet? As-tu Oui, tes contacts en tout cas? oui, alors vous pouvez me suivre bien sur mon compte Instagram et Facebook, ils ont le même nom, qui s'appelle Territoire en conscience, ou alors vous pouvez aller rejoindre, enfin en tout cas découvrir mes offres sur le site cycliqueparnature.com. C'est une entreprise que je suis en train de créer avec mon conjoint Jean-François Claus, qui est aussi mon associé maintenant, et dans laquelle on crée des parcours nature et bien-être guidés dans les parcs urbains. Et notre mission, c'est vraiment d'aider les urbains à préserver leur santé mentale en profitant des bienfaits de la nature, mais sans quitter la ville. Donc ça, Oh c'est mon ma Dieu. mission pour les prochaines années. Donc voilà, et j'ai quand même envie de faire une dédicace à mon homme quand même, à Jean-François, parce que sans lui, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Parce que c'est vraiment important de dire qu'il y a des gens qui nous accompagnent sur ce chemin-là et que le Mm. lien, encore une fois, est vraiment important. Donc je suis Oui, contente de débuter cette nouvelle entreprise avec lui et oui, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. magnifique. Oui. Bonjour Jean-François, même si Jean-François est là, petite dédicace à Jean-François, puis à cette belle complémentarité avec Sarah, ou cette belle fusion, en fait, on peut probablement parler des deux, parce que dans l'union, c'est un peu ça qui se passe. Euh, Oui, Magnifique. Eh ben, merci beaucoup, Sarah. Très heureuse de t'avoir accueillie sur Résonance et d'avoir pu créer des échos qui probablement atteignent le cœur des auditeurs, du moins je l'espère. Puis, on se retrouve bientôt en septembre. Donc d'ici là, je te souhaite une belle continuation, Sarah. Puis merci beaucoup pour cette magnifique interview et au plaisir de te retrouver peut-être pour de prochaines discussions. ben, merci beaucoup Flore, merci pour ton accueil, merci pour cette belle discussion et au plaisir d'entrer en dialogue avec les auditeurs en septembre et par ma page internet ou Instagram au besoin. À bientôt. À bientôt.